Les eaux du port de Canton scintillent sous la lumière pâle du matin. Sur un bateau, doucement ancré, des lanternes rouges oscillent au gré de la brise marine. À bord, des murmures se mêlent au cliquetis des tasses de thé et aux éclats de rire forcés. Parmi les nouvelles arrivées, une jeune fille de 15 ans, Shi-Young, fait ses premiers pas dans ce monde clos. Ce n'est pas un navire ordinaire, c'est un bordel flottant. Décrite comme belle, malgré son très jeune âge, d'une vivacité qui attire immédiatement les regards qui devraient pourtant se détourner. Mais elle cache quelque chose. Une intelligence qui capte chaque détail, une malice qui ne demande qu'à s'épanouir. Aujourd'hui, alors qu'encore enfant, elle commence sa vie comme fille de joie, le rôle que la société lui a imposé, un rôle d'objet plutôt que de personne. Mais pour Shi-Young, ce n'est qu'un début. Dans moins de 20 ans, le destin changera de cap. Cette même jeune fille montera à bord d'un autre navire, celui qui est à la tête de la plus grande flotte de pirates que l'histoire ait connue. Et elle ne montera pas comme femme de joie, mais comme capitaine. Elle sera à la tête d'un empire flottant, redouté par les empires eux-mêmes, qu'ils soient chinois, britanniques ou portugais. Sous la lumière vacillante des lanternes rouges, le bordel flottant dérive doucement dans les eaux calmes du port de Canton. Le bois humide des ponts grince à chaque mouvement, et l'air est saturé d'une odeur de sel, de sueur et de fumée d'encens. C'est ici que Shi-Young travaille, mais elle ne se contente pas de survivre. Chaque soir, alors qu'elle sert des clients venus oublier la dureté de la mer, elle tend l'oreille. Chaque murmure, chaque bribe de conversation devient pour elle une pièce d'un puzzle plus grand. Elle écoute les récits de marins fatigués, de riches marchands, d'hommes d'administration ou même de pirates. Elle capte les rumeurs sur des alliances et rivalités entre ces hommes. Là où d'autres femmes voient leur avenir se refermer, Shi-Young voit une porte ouverte. Sa beauté lui donne accès à une clientèle influente, mais c'est son esprit qui transforme ces échanges en opportunités. Les voix rauques de ces hommes de passage révèlent des secrets, des failles, des ambitions qu'elles stockent comme des trésors. Elles décodent leurs forces et leurs faiblesses, apprenant à manipuler ce qu'ils croient contrôler. Un jour, parmi les rires bruyants et les effluves d'alcool, elle rencontre Shang Yi, un grand capitaine pirate redouté. Ce n'est pas seulement un homme de pouvoir, mais un stratège, à la tête d'une flotte de 200 joncs battant pavillon rouge. Fasciné par l'intelligence de Shi-Young, il voit en elle bien plus qu'une simple femme de joie. En 1801, à 26 ans, elle devient son épouse. Mais leur mariage n'a pas l'air d'être qu'une simple union romantique. Il scelle une alliance stratégique. Préférant ne laisser aucun détail au hasard, Shi-Young négocie un contrat de mariage qui lui accorde 50% de contrôle sur la flotte. Ce geste audacieux, presque inconcevable dans un monde dominé par les hommes, place les deux époux sur un pied d'égalité, mais prouve bien la malice et les talents de négociation de notre nouvelle pirate. Pour comprendre son ascension, il faut se plonger dans l'époque. Au tournant du 19e siècle, les mers d'Asie ne sont pas qu'un simple décor de piraterie romancée. Ce sont des artères vitales du commerce mondial, où chaque cargaison de soie, d'épices ou de thé peut déterminer la richesse d'un empire. Contrairement aux clichés des pirates occidentaux, les flottes asiatiques fonctionnent comme des armées disciplinées. Et dans cet environnement, les femmes ne se contentent pas de cuisiner ou soigner. Elles sont membres d'équipage, combattantes et parfois stratèges. À côté de Shang Yi, Shi-Young s'épanouit. Ensemble, ils rallient des groupes pirates épars, recrutent de nouveaux équipages et transforment la flotte du drapeau rouge en une armée maritime redoutable. En 1804, leur flotte compte 400 joncs et jusqu'à 60 000 hommes. Cette puissance sans précédent inquiète l'Empire chinois et menace les intérêts commerciaux des Européens. À titre de comparaison, Barbe Noire, le célèbre pirate occidental, commandait une flotte de seulement 4 navires et environ 400 hommes. La différence est frappante. Mais en novembre 1807, un typhon brutal bouleverse cet équilibre fragile. Au large des côtes vietnamiennes, Shang Yi disparaît dans la tempête. Sa mort laisse un vide immense, et beaucoup pensent que la flotte du drapeau rouge est vouée à s'effondrer. Pourtant, dans le fracas des vagues et des ambitions contrariées, Shi-Young, désormais Xingxi,
la veuve de Chang, se prépare à affronter ce défi. La mer est agitée, tout comme les esprits des officiers de la flotte. Privés de leur chef, ils voient dans cette crise une opportunité pour s'emparer du pouvoir. Pour une femme, diriger des milliers d'hommes dans un monde régi par la force brute semble impossible. Mais Xingxi n'est pas une femme ordinaire. Dès les premiers jours, elle agit avec une froide détermination. Les discussions animées sur les ponts sont vite réduites en silence. Les premiers contestataires, ceux qui osent défier son autorité, sont publiquement humiliés ou écartés. Certains subissent un sort bien pire, l'exécution. Avec l'appui de Changpo, un jeune pirate adopté par Shang Ye et Shi Yang pour sceller une alliance clé et qui deviendra plus tard son compagnon, elle impose une discipline de fer. Mais elle ne gouverne pas uniquement par la peur. Lors des assemblées, au milieu des cris et des regards méfiants, elle se lève avec une assurance désarmante. Elle rappelle à ses hommes qu'elle a contribué à l'expansion de la flotte sous Shang Ye et que son intelligence et son expérience sont des atouts indispensables. Peu à peu, les récalcitrants cèdent. Elle ne se positionne pas comme une figure étrangère à leur monde, mais comme une continuité naturelle de leur ancien leader. Et c'est ainsi qu'elle devient la capitaine incontestée de la flotte du drapeau rouge. Une fois son autorité établie, Xingxi réorganise la flotte avec une rigueur militaire. Elle impose un code de conduite strict. Chaque prise doit être recensée et partagée équitablement. Les vols internes sont punis de mort, les trahisons exécutées sans pitié. Les femmes capturées doivent être respectées. Les viols sont sanctionnés par l'exécution immédiate. Si un pirate souhaite entretenir une relation avec une prisonnière, il doit officialiser cette union par un mariage. Les vols internes sont punis de mort. Cependant, toutes ces règles ne sont pas progressistes. Une femme jugée inutile peut être libérée, bien que souvent dans des maisons closes ou tuée selon les besoins de la flotte. De même, les épouses des pirates doivent une obéissance stricte à leur mari, sous peine de sanction. Ce mélange de pragmatisme cruel et de protection inédite garantit l'ordre et la discipline. À cela s'ajoute un système de récompense. Les pirates loyaux ou particulièrement braves reçoivent des parts de butin plus généreuses ou des promotions. En quelques mois, Xingxi transforme la flotte du drapeau rouge en une armée unie et redoutable. Sous le commandement de Xingxi, la mer de Chine méridionale devient un royaume flottant, vibrant de vie et de puissance. Les 400 jonques de la flotte du drapeau rouge sillonnent les eaux avec une précision presque militaire. L'odeur de la mer salée se mêle à celle du bois humide des ponts, tandis que le fracas des vagues contre la coque rythme les journées des équipages. Sur les ponts, les marins écoutent les ordres hurlés par leurs officiers. Mais le véritable pouvoir se trouve dans la cabine de commandement, où Xingxi, debout devant une carte éparse, trace d'un doigt précis les routes à contrôler. Elle n'est pas qu'une pirate, elle est une stratège impitoyable. Chaque navire marchand, traversant son territoire, doit se plier à une règle simple: payer une taxe ou disparaître. Ceux qui coopèrent voient leur cargaison protégée, tandis que ceux qui refusent ont le choix ou de rejoindre la flotte de la capitaine ou d'entendre le rugissement des canons et sentir la chaleur des flammes dévorer leur navire. L'air saturé d'humidité transporte aussi le murmure des rumeurs. Xingxi connaît tout. Ses espions, des pêcheurs modestes aux marchands rusés, lui rapportent les moindres mouvements des navires ennemis. Cette mer, vaste et infinie pour ses adversaires, est pour elle un échiquier précis où chaque vague, chaque cri, chaque odeur lui sont rapportés et lui donnent un avantage. Lorsqu'elle passe à l'action, la scène est un mélange de chaos et de coordination parfaite. Les jonques bondissent sur leur proie, comme des prédateurs dans une mer scintillante sous le soleil ou baignés par la lumière argentée de la lune. Les hurlements des marins se mêlent au sifflement des flèches et au tonnerre des canons. Le bois éclaté vole en éclats dans les airs, tandis que les flammes lèchent les cordages imbibés de goudron. Un jour, une flotte portugaise ose défier son règne. Les lourds navires européens avancent dans les eaux.
Xingxi observe depuis la proue de sa jonque le vent marin soulevant ses cheveux et remplissant ses poumons d'une brise iodée. Elle feint la retraite. Les navires portugais, alourdis par leur arrogance et leur ambition, la poursuivent dans un détroit étroit où le fond marin est traître pour leurs grands navires. Là, elle donne l'ordre. Le son perçant des cornes résonne dans l'air et ses joncs surgissent des deux côtés du passage, encerclant les Portugais dans une danse létale. Les marins portugais, paniqués, hurlent dans une langue que Xingxi ne comprend pas, mais qu'elle n'a pas besoin de comprendre. Le craquement des mâts qui s'effondrent, le fracas des boulets de canon et les cris d'agonie racontent toute l'histoire. En quelques heures, la flotte portugaise est réduite en cendres. Après chaque victoire, l'odeur métallique du sang et celle des cendres brûlées se dissipent, laissant place au silence et au bruissement apaisant des vagues. Xingxi sait que ces moments de calme ne sont que temporaires. À son apogée, la flotte du drapeau rouge compte jusqu'à 80 000 hommes et 1800 jonques. Une puissance qui dépasse de loin celle de tout autre pirate dans l'histoire. Mais la tension est palpable. À mesure que sa domination s'étend, la menace de représailles devient plus grande. L'Empire chinois, humilié, rassemble ses forces et les puissances européennes affûtent leurs épées et des alliances contre elles commencent à se former. Pourtant, à bord de sa jonque principale, Xingxi se tient droite, le regard fixé sur l'horizon. Elle inspire profondément, sentant la brise salée sur sa peau, et sait que pour l'instant, ces eaux-là lui appartiennent encore. En 1810, à 35 ans, après des années de domination sans partage sur les mers, Xingxi se trouve face à un dilemme. La pression des flottes impériales chinoises, renforcée par des alliances avec les Portugais et les Britanniques, devient écrasante. Chaque semaine, des renforts arrivent pour encercler sa flotte, réduisant peu à peu ses marges de manœuvre. La logistique pour maintenir une armée navale de cette envergure, nourrir ses hommes, entretenir ses jonques et protéger ses territoires pèse lourdement. Elle sait que même la flotte la plus puissante ne peut survivre éternellement face à des ennemis aussi nombreux. Mais là où d'autres leaders auraient persisté dans une guerre prolongée jusqu'à l'épuisement, Xingxi fait un choix audacieux. Elle décide de négocier. Contrairement à tant de pirates avant elle, elle ne se rend pas en tant que vaincue. Elle entre en négociation avec l'Empire chinois avec une assurance désarmante, comme si elle contrôlait encore le jeu. Dans les bureaux impériaux, les discussions sont tendues. Les fonctionnaires chinois espèrent briser la flotte du drapeau rouge par la force. Mais ils comprennent rapidement que cette option coûterait cher en hommes et en ressources. Xingxi, de son côté, arrive avec une liste d'exigences claires. Elle ne demande pas la clémence, mais un véritable pacte. Les termes de l'accord sont presque inimaginables dans l'histoire de la piraterie. Elle obtient un pardon général, pour elle-même et pour la majorité de ses hommes. Sur les quelques 20 000 pirates sous son commandement, seuls 400, jugés responsables de crimes graves ou de violences extrêmes, seront exécutés, bannis ou emprisonnés. Les autres peuvent reprendre une vie normale, souvent conservant les richesses accumulées pendant leurs années de piraterie. Xingxi va encore plus loin. Elle sécurise des avantages pour ses hommes. Certains membres clés de sa flotte sont intégrés dans la marine impériale, où leurs compétences en navigation et en stratégie sont précieuses. Zhang Po, son compagnon et ancien fils adoptif, est promu au rang de lieutenant et se voit confier une flotte privée de 20 jonques pour protéger les côtes. Mais elle ne négocie pas seulement pour ses hommes. Elle s'assure aussi un avenir confortable pour elle-même. L'Empire lui accorde un titre de noblesse et la laisse conserver une grande partie de ses richesses. En une manœuvre magistrale, elle transforme une potentielle défaite en un coup de maître, se retirant avec dignité et honneur. Après avoir quitté les mers, Xingxi retourne à Canton. Là, elle n'est plus une pirate, mais une femme d'affaires avisée. Elle ouvre une maison de jeu et plusieurs bordels prospèrent, transformant son expertise en organisation et en gestion en une source de revenus légitime. Contrairement à tant de pirates qui finissent traqués, pendus ou tués, elle mène une vie tranquille, entourée de sa famille et de ses anciens alliés. Dans les rues de Canton, son nom continue de résonner. Certains chuchotent encore des histoires de ses exploits, exagérant parfois ses victoires ou sa brutalité. Mais ceux qui la croisent voient une femme sereine,
au regard perçant, qui semble toujours garder un œil sur les marées. Xingxi vit jusqu'à l'âge de 69 ans, un âge exceptionnel pour quelqu'un ayant mené une vie aussi intense. En 1844, elle meurt paisiblement, entourée de ses proches. C'est une fin rare pour une figure de la piraterie. Elle ne meurt pas dans la violence ou la disgrâce, mais dans le confort d'une retraite qu'elle a elle-même orchestrée. Ce qui distingue Xingxi des autres figures légendaires de la piraterie, ce n'est pas seulement sa grandeur ou ses exploits, mais sa capacité à savoir quand s'arrêter. Là où tant d'autres se sont accrochés à leur pouvoir jusqu'à la chute, Xingxi a fait le choix audacieux, négocier sa reddition à ses propres conditions, tout en préservant son honneur, sa richesse et son héritage. Elle n'a pas attendu que les flottes impériales ou européennes brisent sa puissance, elle n'a pas insisté jusqu'à l'épuisement de ses hommes ou à la désintégration de sa flotte. Non, elle a choisi le moment où elle détenait encore les cartes en main. En cela, elle a prouvé que le véritable pouvoir réside autant dans la capacité à conquérir que dans celle de savoir lâcher prise au bon moment. Xingxi est une rare exception dans l'histoire des pirates. Une figure qui n'a pas fini pendue ou traquée, mais qui s'est retirée en paix avec dignité. Elle nous laisse une leçon intemporelle. Savoir s'arrêter avant que le vent ne tourne est peut-être la plus grande des stratégies. Et aujourd'hui, son nom reste gravé dans l'histoire, non seulement comme une reine des mers, la pirate de la plus grande flotte, mais aussi comme une visionnaire qui a su maîtriser son destin jusqu'à la fin. Hello! Si vous avez encore une petite minute, j'aime bien utiliser la fin de mon podcast pour vous recommander une créatrice de contenu française qui fait un super taf et qui mérite toujours plus de soutien. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Virginie du podcast Beyond the Veil. J'adore ce podcast parce qu'il parle de la mort. Alors, je sais, ça n'a pas l'air fun, voire même glauque, mais alors pas du tout. Et justement, ce podcast est là pour enlever ce tabou sur ce sujet. Et en plus, Virginie est juste trop forte pour rendre ça super intéressant, léger et drôle avec son ton décalé. Et du coup, ça rend ce podcast très rafraîchissant. En plus de ça, les épisodes sont très courts, donc parfait pour essayer sans pression. Je vous laisse tous ces liens dans la description de cet épisode, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. C'était Camille, et merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis aussi sur Instagram, où je partage d'autres anecdotes historiques, et sur Threads, où je montre un peu l'envers du décor de la création de ce podcast. Alors, n'hésitez pas à venir me faire coucou, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, et je vous donne rendez-vous en juin pour le prochain épisode dont la femme m'a été recommandée par l'une d'entre vous. Ah, et si vous avez une petite minute pour noter ce podcast ou laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Et en plus, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez de mon travail. Prenez soin de vous et à bientôt!